l'histoire du Tour du monde des sommets, donc c'est arrivé d'une manière extrêmement simple. Ça a été un peu une alliance. Ça a été une alliance entre moi et ma femme déjà, donc de dire, bah voilà, moi j'ai l'alpinisme d'une manière viscérale. J'avais envie d'aller sur des sommets, j'avais envie de grimper des montagnes et elle avait envie de voyager. Chose que j'avais pas forcément envie de faire au début parce que finalement quelque part je trouvais mon content dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Et donc en fait le Tour du monde est né de ces deux passions, celle de la montagne et celle du voyage, et de dire bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en commun autour de ça. Et après quelques réflexions, l'idée de faire un tour du monde qui est un peu un rêve de tout voyageur est née. Et en tant qu'alpiniste, de dire bah voilà, d'une manière symbolique que pendant 12 mois j'allais faire 12 solos de pointe sur des sommets reculés et qui n'étaient pas forcément liés à l'altitude, mais beaucoup plus justement en rapport avec ce que j'aimais, c'est-à-dire aller dans des coins perdus et puis réaliser ces ascensions d'une manière que l'on va qualifier de très pure, c'est-à-dire sans aucune assistance, sans aucune radio, pour pouvoir, je dirais, retrouver vraiment le sens de l'aventure et de vivre une aventure dans sa réalité ultime et dans sa plus pure forme, quoi. À partir du moment où il y a eu cette idée de tour du monde, il y a eu évidemment la question de quel sommet, ou surtout sur des sommets peu connus. Et en fait, il se trouve que j'ai un ami des Pyrénées qui s'appelle Alain Brusy, qui voyageait beaucoup dans le monde, qui continue à voyager et qui m'a donné pas mal de tuyaux sur des sommets peu connus du monde, notamment en Afrique, et qui m'a donné envie au travers de ce qu'il m'en disait, d'y aller voir de plus près, quoi. Parce que c'est vrai que la thématique, c'était de retrouver des parois ou des sommets techniques dans des endroits perdus, ce qui n'était pas du tout évident à la base. Et après, il y a eu aussi un travail de recherche un peu dans les bibliothèques spécialisées dans le monde de la montagne. Il y en a une à l'ENSA, donc à l'école des guides à Chamonix, puis il y en a une à Paris, au centre de documentation du Club Alpin. Donc ça a été aussi un peu quelques recherches, plus ces réseaux avec un ami, puis un autre aussi qui allait beaucoup en Inde du Nord, Richard Pastourel, qui m'a permis de monter finalement quelque chose de cohérent, où j'allais aller de l'Afrique à l'Argentine en passant par l'Inde et la Nouvelle-Zélande, quoi. Alors le tour du monde, il s'est décomposé ainsi, donc avec un départ en février 94 avec 120 kg de bagages pour deux, ce qui était assez énorme, parce que dans la mesure où on envisage des choses techniques, il faut du matériel malheureusement. Et donc on a commencé par l'Afrique. Alors je dis on parce que Véronique m'accompagnait jusqu'au camp de base, pas dans les parois bien évidemment. Et donc on a vécu des expériences complètement fabuleuses, puisque pour commencer, donc on s'est rendu sur le mont Kenya, qui est le deuxième sommet le plus haut d'Afrique, et surtout qui recèle une course qui pour moi reste quelque chose qui m'est complètement cher. C'est le couloir du diamant, le Diamond Couloir en anglais, qui est un fantastique trait de glace qui descend vraiment d'entre les deux cimes du mont Kenya. Et cette ascension en solo intégral, c'est-à-dire sans corde ni baudrier, a été pour moi quelque chose de très fort, puisque j'ai mis 2 heures pour monter là-haut. Et donc il faut savoir qu'en bas, quelque part, il y a les troupeaux d'éléphants qui évoluent, et taper ses piolets au-dessus des troupeaux d'éléphants, c'était quelque chose d'assez fou. Et il y avait aussi 2 porteurs qui restaient avec nous au camp de base, qui étaient devenus vraiment des amis, Nelson et Samuel. Et Véronique qui était avec eux les voyait trépigner, danser littéralement de voir ce petit bonhomme qui courait littéralement sur la glace. Donc c'est vrai que ça a été pour moi un souvenir très fort, qui s'est doublé d'un autre beau souvenir sur le mont Kenya, puisque après j'avais pu faire en solo une voie rocheuse un peu plus à gauche du couloir du diamant, où là j'avais fait 2 bivouacs dans la paroi, donc une ascension plus longue, avec ce qu'on appelle de l'auto-assurance, donc des systèmes assez compliqués qui permettent de grimper en cordée tout en étant seul, mais d'assurer une certaine forme de sécurité. Et là, d'avoir une ascension qui quelque part s'inscrit un peu plus dans une durée, et surtout
d'arriver au sommet du mont Kenya et d'avoir cette chance fabuleuse de faire un 360 sur l'Afrique, parce que le mont Kenya, il faut savoir que c'est un ancien volcan, donc pas une chaîne de montagnes, et donc quasiment rien autour, si ce n'est la savane très bas, très loin. Et pour moi, c'est des moments qui m'ont vraiment touché très fort. Il faut savoir que l'Afrique, pour nous, a été un moment très fort de ce tour du monde. Après quoi, nous sommes rendus à la frontière de l'Ouganda, donc sur les montagnes de la Lune. Alors les montagnes de la Lune, le Ruwenzori, c'est pareil, c'est des montagnes complètement mythiques, c'est un peu les montagnes surgies des brumes. Et là encore, quelque chose d'extraordinaire pour moi. Marcher 4 jours dans la bouillasse, dans la jungle, puisque c'était vraiment la forêt très dense, puis chaque étage de végétation qui se franchit au fil des jours, jusqu'à arriver à un refuge une petite cabane où les porteurs nous laissent parce qu'il faisait trop froid. Et là, les pluies, les brumes, et le jour J, le seul jour que j'avais pour l'ascension, le ciel qui se déchire, des glaciers qui étincellent au-dessus de ma tête, et moi qui pars dans une ascension qui a été très forte, puisque, en fait, pour moi, j'ai touché un peu une des racines du mot engagement, la faculté donc à larguer les amarres, puisqu'il faut savoir que pour tout topo, j'avais juste une photo du passage clé que j'avais trouvé dans un livre qui avait été d'une voie qui avait été ouverte par des Anglais. Et je savais juste que c'était l'arête nord-est du pic Savoya. Donc j'ai pris ma boussole, j'ai vu un pilier vaguement et je me suis dit tiens ça doit être là. J'ai commencé à grimper en solo, c'était pas facile, quelques passages encordés et en fait j'ai rencontré 2 pitons dans la voie, donc j'étais bien au bon endroit quoi. Et donc c'est un peu cette échappée belle dans la montagne des brumes au moment où les glaciers étincelaient. Pour moi ça a été quelque chose de magique. Et le retour au refuge et la fenêtre de beau temps qui se referme derrière moi avec les brumes qui de nouveau happent les montagnes et qui, quelque part, ce sentiment d'avoir été dans une connivence et une complicité très forte avec la montagne, dans une harmonie qui s'était installée, quoi. Troisième volet africain et non des moindres, c'était le Poi, donc pour moi une expérience de nouveau fabuleuse, une plongée dans le passé parce qu'en fait vous avez cette montagne qui se trouve au nord du Kenya, non loin de la frontière éthiopienne, une espèce de gigantesque cake qui est posé dans le désert avec des villageois qui habitent au pied mais qui sont nomades et qui sont vêtus d'un pagne tout peinturluré avec une lance, et on a l'impression quand on arrive là-bas de tomber dans un décor de cinéma et d'halluciner complètement quoi. Et là l'ascension de la face est est quelque chose de très fort qui se passe avec les gens du village, parce qu'en fait il faut savoir que Poi pour les gens du village est une montagne initiatique, c'est-à-dire que les jeunes du village pour devenir adultes, pour devenir hommes, se rendent par une voie dite normale, donc la voie la plus facile d'accès au sommet. Et puis ils restent une semaine là-haut, ils chassent quelques antilopes, ils mangent la viande, ils boivent le sang et ils survivent. Et moi j'arrivais et je grimpais la face est, qui est la face la plus raide, en solo, et du coup pour eux c'était une immense magie, c'était quelque chose qu'ils acceptaient complètement, parce que finalement la magie fait partie de leur monde, mais qu'il leur échappait complètement, et du coup j'avais après acquis en quelque sorte un statut particulier, et ils m'appelaient tous Simba, ce qui veut dire le lion en Swahili. Donc il y a eu aussi dans ce voyage cette alliance des rencontres et des ascensions qui pour nous étaient très importantes, quoi, de dire bah voilà, il y a certes les ascensions, il y a certes la paroi, mais je suis pas comme ça sur la paroi, mais au contraire je suis comme ça, je m'ouvre le plus possible, et la rencontre de population peut être aussi intéressante que l'ascension en elle-même. Et qu'on savait plus très bien après ce qui nous poussait à voyager, c'était grimper pour voyager ou voyager pour grimper, quoi. Deuxième étape, deuxième continent, c'est donc l'Inde. L'Inde du Sud, avec un choc terrible au niveau de la civilisation, de se dire, bah voilà, on est avec des gens dont on se sent finalement complètement à l'opposé, que ce soit la religion, l'écriture, la politique, etc., la façon de vivre. Et en même temps, des retrouvailles, parce que on avait pu bénéficier de la rencontre d'un grimpeur indien
qui nous a véhiculé, trimballé donc dans le sud de l'Inde et des ascensions fantastiques sur des dômes de granit perdus dans la campagne, où là finalement on se rend compte qu'il y a une dimension sacrée, une dimension spirituelle qui est extrêmement présente chez les Indiens, que l'on retrouve dans ces campagnes, puisque au sommet des dômes que j'escaladais, il y avait un petit temple hindouiste, et les gens venaient par derrière, par un versant beaucoup plus facile, faire l'ascension de ces dômes et laisser des offrandes de fleurs au sommet. Et moi j'escaladais directement en solo, et il y a eu quelque chose de nouveau très fort, dans le sens où on logeait dans la famille d'un brahman, mais il faut savoir que en tant qu'occidentaux, nous on est des parias, on est hors caste, normalement on communique pas du tout. Et là, ce geste que j'avais fait finalement avait tellement interpellé le brahman qu'il était venu me parler par l'intermédiaire de Radesh, l'ami indien. Il m'avait demandé si j'avais donné un nom à cette voie, et je lui avais dit oui. Cette voie, ça s'appelle Shantidas. Et Shantidas, ça veut dire serviteur de paix. Et il y a eu un échange de regards entre moi et le brahman, où il y avait une compréhension qui s'installait, et cette compréhension, quelque part, elle m'a fait vraiment toucher, je pense, une des fondations de ce pourquoi je grimpais, cette communion, cette communication qui pouvait y avoir d'un humain à l'autre, par-delà les religions, par-delà les conditionnements, au travers d'un geste que qualifiait de spirituel, et qui pour moi a été quelque chose d'énormément gratifiant, quoi. Alors après, on est complètement monté au nord de l'Inde, dans l'Himalaya indienne, où là, on n'est pas allé sur la très haute altitude parce que, pour des raisons éthiques, ça ne m'intéressait pas d'y aller par rapport au fait de payer pour un pays qui n'est pas forcément très intéressant à cautionner, ou d'avoir cette notion de liberté qui m'est chère, qui était complètement galvaudée à partir du moment où on rentre dans des systèmes de permis. Donc c'était pas grave, il y a tellement à faire dans des sommets peu élevés, entre guillemets, puisque on est allé donc dans le lac Zanskar, et là il y a eu l'ascension du Gumburanjon, qui était une montagne vierge, par une superbe arête. Et là ça a été un voyage en solo de 3 jours, une espèce de fantastique chevauchée de cime. Et pour moi, pareil, un extraordinaire voyage où j'ai pu évoluer sur mon fil de rasoir comme un peu un funambule qui s'inscrivait hors du temps, hors de l'espace, hors d'un monde conventionnel. Et il y a eu en face encore, il y a eu ce qu'on appelait Histoire d'amitié, avec deux copains qui m'avaient rejoint de France. Et là, ces copains qui me rejoignent, on ouvre une belle voie, donc une belle histoire d'amitié en 12 heures d'ascension sur un super pilier. Et puis surtout pour moi, un geste un peu fou, l'idée de reprendre ce pilier, il y avait des difficultés techniques assez élevées, en solo intégral. Et ça a été un voyage de 3h30, où pendant 3h30, donc j'ai eu 1 mètre carré de conscience de rocher autour de moi, et une espèce d'absence, dans le sens où j'étais plus dans un mode de pensée, mais j'étais plus un grimpeur, mais j'étais devenu grimpant, ce qui est complètement différent. La notion d'observateur, la notion de pensée, c'était complètement effacé, et j'avais vraiment cette espèce de communion, de fusion avec la roche qui s'était opérée, quoi. La Nouvelle-Zélande, où là les conditions météo sont exécrables, et puis voilà, on n'est pas là pour se tuer, donc j'avais décidé de renoncer au vu de conditions climatiques trop dures, et même d'attentes très longues, notamment dans le pays des fjords, le Fjordland, où pendant 1 mois on avait eu 1 jour de beau, mais pas suffisant pour que je puisse tenter quelque chose. Mais bon, du coup on s'était beaucoup baladé en Nouvelle-Zélande, qui est un pays absolument merveilleux, et avec des gens vraiment adorables. Et du coup, le voyage se termine par la Patagonie, l'Argentine, où là j'ai vraiment envie de grimper, parce que justement je suis resté pas sur un échec en Nouvelle-Zélande, mais sur une fin, quoi. Et donc là c'est un peu la consécration du voyage, avec un séjour dans une grotte de neige qui a été construit avec des amis savoyards qui séjournaient de temps en temps pendant 1 mois et demi. Donc une vie un peu érémitique, où là j'avais monté tout ce qu'il fallait pour survivre, et en fait je suis redescendu juste pour passer le premier l'an dans le village, et sinon j'étais
tout le temps là-haut dans ma grotte. L'ouverture de deux voies là, sur un satellite, l'aiguille de la Hesse, qui se souvient des hommes, en hommage au livre de Jean Raspail, et puis La femme de ma vie, en hommage à Véronique, qui le méritait bien, et qui était partie en fait en compagnie d'une copine au Chili, parce qu'on s'était aperçu que c'était trop long et trop pénible pour elle d'attendre à un camp de base, sans aucune liaison radio qui plus est, quoi. Donc ça, c'était vraiment trop dur pour elle, et puis pour moi aussi, parce que du coup, j'étais pas forcément à 2000% dans mes ascensions, que je disais, il faut que je redescende tel jour, telle heure, c'était compliqué. Et pour moi, la consécration de ce voyage, ça a été vraiment l'ascension du Petit Prince, donc qui avait été ouverte par des amis savoyards qui étaient présents dans la grotte. Il y avait Philippe Batou, il y avait Manu Pellissier, Benoît Robert, Gaël de Boucet-Deschaux et Jérôme Arpin. Pouvoir aller répéter la voie qui venait d'ouvrir, ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire et un grand voyage où pendant 8 jours, j'étais dans ma paroi à grimper avec des conditions météo relativement clémentes pour la Patagonie, parce que c'est vrai que là-bas, la météo est souvent très versatile. Et du coup, voilà une ascension où quelque part, j'ai touché en moi le sommet de l'engagement mental que je pouvais trouver en solo. C'est-à-dire que on peut définir le solo de plusieurs manières, mais on peut le définir par l'engagement qu'on prend aussi. C'est-à-dire que vous faites un solo dans les Alpes, et en fait, on dit où on va, même si on n'a pas de radio. Et on sait qu'il y a des secours d'organiser. Donc on sait que dans le pire des cas, si vous arrivez un accident, n'importe quoi, on peut être secouru. Et puis après, bah voilà, il y a le fait d'être dans une ascension, mais on sait qu'on vous voit ou quoi. On sait que bon, on ne viendra pas vous chercher en paroi, mais si vous sortez, vous arriverez quand même peut-être avec un muletier ou quelqu'un à redescendre, etc. Et puis il y a l'ascension où vous êtes tout seul et plus personne ne sait que vous êtes là. C'est ce qui s'est passé pour moi dans Le Petit Prince, où les amis savoyards étaient repartis en France. Ma femme était au Chili, les autres grimpeurs étaient très loin et dans d'autres camps de base et pas du tout sur les glaciers comme j'étais dans ce coin un peu en retrait du massif du Fitzroy. Et du coup, il y a une autre dimension qui s'installe où là, on est dans un ultime face-à-face avec soi-même et la roche. Et pour moi, ça a été encore quelque chose de fantastique parce que justement, il y a eu de tout ça, il ressort une immense connaissance de soi, une immense beauté et un décapage terrible, quoi. On revient, on voit une fleur, on est en pleurs, quoi, hein. C'est des émotions qu'on ne contrôle plus, c'est une forme de renaissance en quelque sorte.